20 années plongées dans la nuit. Une colère étouffée qui crépite sous la peau. Puis, soudain, la jeunesse de Madagascar se dresse, non pas pour réclamer quelques ampoules, mais pour exiger une lumière qui transperce le mensonge. 2 décennies d'obscurité ont tout englouti. Les rêves, les promesses, les visages d'espoir dans les salles de classe et les couloirs d'hôpital. Ici, l'absence d'électricité n'est plus un simple manque. C'est une chape de plomb sur chaque ambition. Les promesses politiques sont passées, vaines, laissant la nuit gagner du terrain. Personne n'avait prévu que le premier éclat viendrait des plus jeunes. Ils refusent de se contenter d'un générateur ou d'un fil électrique neuf. Ce qu'ils réclament, c'est une lumière qui chasse l'impunité, qui force à regarder la vérité en face, qui brûle l'indifférence et la résignation. Toute une génération a grandi à la lueur tremblante des bougies, oscillant entre ironie et rage sourde, jusqu'à ce que l'attente devienne insupportable. La nuit, leur téléphone s'illumine, brandis comme des torches dans la foule. Nous voulons bien plus que du courant, nous exigeons la vérité. Ce cri résonne au-delà de l'infrastructure. Il marque l'aube d'un soulèvement où la jeunesse refuse de patienter, d'espérer un sauveur. Elle choisit de devenir la source même du changement. L'obscurité n'est plus un sort, mais un choix collectif qu'il rejette sans détour. Mais derrière chaque flamme plane une menace. Continuer à survivre dans l'ombre d'un système corrompu, où tout risquer, tout perdre, pour forcer la naissance d'un matin nouveau. Comment un simple manque d'électricité a-t-il pu enfanter un cri national pour la dignité? Pourquoi la lumière incarne-t-elle aujourd'hui, à Madagascar, bien plus qu'une histoire de kilowatts ou de centrales électriques? Ce n'est pas seulement la survie qui est en jeu, mais la définition même du futur malgache. La crise énergétique a réveillé un désir de transformation qui va bouleverser tout un pays. Pour comprendre cette mutation, il faut remonter dans l'histoire récente de Madagascar, observer comment la lumière, autrefois symbole de modernité et de progrès, s'est muée en un privilège réservé à quelques-uns. Imaginez un pays où l'obscurité n'est pas une panne, mais une discipline nationale. Sur la grande île, la nuit ne marque pas la fin de la lumière, mais le début d'un quotidien où survivre relève de l'art. Depuis plus de 2 décennies, Madagascar s'endort à la lueur des bougies, se réveille sans illusion et compte chaque minute d'électricité comme on guette la pluie en pleine sécheresse. Au centre de ce malheur, un nom circule dans chaque conversation. Jirama. La Société nationale d'électricité incarne la corruption enracinée. Ses turbines gémissent, ses bilans mentent, et son carburant s'évapore dans des poches invisibles. Tandis que les discours officiels promettent des lendemains lumineux, les lignes s'effondrent et les villages s'enfoncent dans l'ombre. Pour illustrer l'ampleur du problème, prenons le cas d'un village typique du Sud, comme Ambovombe. Ici, la majorité des familles n'a jamais connu la lumière électrique. Les enfants étudient à la lueur des lampes à pétrole, risquant leur santé à cause des fumées toxiques. Les commerçants ferment leurs boutiques dès le coucher du soleil. Au moindre orage, les rares installations solaires artisanales tombent en panne, et la nuit s'étire jusqu'au lendemain. Pour beaucoup, l'électricité reste une légende urbaine, une histoire racontée par ceux qui ont voyagé à la capitale. Aujourd'hui, moins du tiers des Malgaches bénéficient d'une électricité stable. Pour la majorité, la lumière reste un privilège, surtout dans les campagnes où pauvreté et isolement s'additionnent. Dans le Sud, à peine une maison sur 5 voit passer le courant. Hôpitaux opèrent à la lampe frontale, écoles ferment ou bricolent sous la lumière mourante d'un téléphone. La routine des coupures façonne les gestes. Ici, on cuisine à l'aube avant la panne, on fait la queue pour recharger un téléphone, on dort au rythme des générateurs exténués qui s'éteignent avant minuit. Quand le courant revient, personne ne célèbre. Chacun écoute, prêt à replonger dans le noir d'une seconde à l'autre. Prenons l'exemple d'une infirmière à Toliara. Chaque soir, elle prépare une torche de fortune, car la maternité n'a du courant que quelques heures par semaine. Quand une femme arrive sur le point d'accoucher, la peur n'est pas seulement pour la vie du bébé, mais pour la lumière qui peut s'éteindre à tout moment. Un soir, la panne survient en plein accouchement. Il faut improviser, utiliser la lampe d'un téléphone portable, tandis que dehors,
La ville entière est plongée dans le silence. L'enfant naît dans l'ombre. La mère serre la main de l'infirmière, reconnaissante d'avoir survécu à la nuit. Face à ce quotidien, la jeunesse réplique par l'ironie. Sur TikTok, on se moque du plan solaire du gouvernement, avec des selfies à la bougie. On détourne slogans et promesses. L'humiliation se transforme en humour noir. Chaque vidéo virale devient un cri partagé. Mais derrière le rire, la colère sourd. Chaque minute sans lumière efface un peu plus l'avenir des enfants, affaiblit l'économie, ronge l'espoir collectif. On voit surgir des mèmes, un étudiant qui révise son bac à la lumière d'une bougie, un chef d'entreprise qui signe un contrat à la lueur vacillante d'un briquet, une grand-mère qui raconte à ses petits-enfants comment, autrefois, le courant ne s'arrêtait jamais. Ces images, partagées des milliers de fois, deviennent des symboles d'une génération qui refuse la fatalité. Dans ce théâtre d'ombre, l'impuissance s'effrite, car derrière chaque coupure, c'est tout un peuple qui hésite entre résignation et révolte. Lentement, la passivité cède la place à la rage. Pourtant, derrière cette colère, une énergie nouvelle s'éveille. Quelque chose d'inédit se prépare, porté par une génération qui refuse d'être condamnée à l'obscurité. Quand la lumière disparaît pendant 20 heures d'affilée, c'est tout un pays qui explose. Au début, ce n'est qu'une nuit de plus sans électricité. Mais cette fois, le noir dure 20 heures. Les hôpitaux ferment leurs portes. Les aliments pourrissent dans des frigos muets. La vie s'arrête, suspendue à la promesse d'un courant qui ne revient pas. Imaginons la scène dans un quartier populaire d'Antananarivo. Les enfants jouent dans des ruelles à peine éclairées par la lueur des étoiles. Les commerçants, désespérés, tentent de sauver ce qu'ils peuvent. Certains mettent des blocs de glace dans les vitrines pour conserver un peu de nourriture, d'autres improvisent des marchés nocturnes à la lumière de lampes à pétrole. Les conversations tournent autour d'un seul sujet. Combien de temps cette nuit va-t-elle durer? Dans les rues, la colère couve, puis s'embrase. On frappe sur des casseroles, on scande des slogans, on brandit des téléphones comme des torches modernes. Pour la première fois, la jeunesse quitte ses écrans. Elle redessine la ville en constellation de lumière vivante. Une clameur monte, portée par des milliers de voix. Nous ne voulons pas d'énergie, nous voulons de la lumière. Ce n'est plus une demande d'électricité, mais un cri pour la dignité, pour une transformation profonde, pour un avenir qui ne soit plus condamné à l'ombre. Face à la foule, l'armée montre ses premières fissures. Plusieurs officiers, fatigués de défendre l'indéfendable, quittent les rangs. Désarmés, ils rejoignent le peuple, côte à côte sous le halo fragile des lampes de fortune. Puis la vérité éclate, comme une étincelle dans la nuit. Un scandale. La pénurie n'est pas un malheur du destin, mais le fruit d'un détournement organisé de carburant. Des millions de litres, destinés aux centrales, siphonnés pour remplir des poches privées. La colère ne vise plus seulement le noir, mais ceux qui l'ont imposé, volontairement, pour le profit. Cette révélation rappelle certains épisodes sombres de l'histoire africaine, comme la crise du pétrole au Nigeria dans les années 90, où la richesse nationale profitait à une élite tandis que le peuple manquait du strict nécessaire. À Madagascar, c'est la lumière elle-même qui est volée, chaque goutte de carburant détournée privant des milliers de familles de la possibilité d'espérer. La protestation se mue en révolte. À Antananarivo, des anneaux de lumière humaine encerclent les bâtiments officiels. Vus du ciel, les flashs des téléphones dessinent des serpentins lumineux, un peuple debout, prêt à tout. La répression menace, violente. Mais cette fois, l'indifférence n'est plus possible. Même la démocratie vacille. Chaque coup de matraque, chaque gaz lacrymogène dévoile un peu plus le vrai visage du pouvoir. Rester passif n'est plus une option. La peur a changé de camp. Dans les murmures de la foule, un nom circule, porteur d'espoir et de crainte. Le colonel Michael Randrian Irina. Celui qui peut-être osera enfin franchir la ligne et incarner ce nouveau leadership tant attendu. Mais dans l'ombre, chacun guette le moindre signe. Que fera le colonel, alors que le pays retient son souffle? Et si, pour la première fois, un simple soldat accomplissait ce que tous les présidents avaient refusé? Dans une capitale plongée dans l'obscurité, il n'y a pas eu de chars dans les rues.
Pas un tir, pas de barricade balayée, seulement une solidarité inattendue, civile et militaire, côte à côte, unis par la lassitude de 2 décennies d'humiliation et de coupures de courant. Le colonel Randrian Irina n'a organisé aucune cérémonie, pas de discours, pas de défilé. Au lieu de s'installer dans un fauteuil doré, il s'est rendu à la centrale électrique, encore fumante des colères de la veille. À l'aube, sous des regards incrédules, il a retroussé ses manches. Avec quelques volontaires, il s'est mis à réparer les turbines. Il a parlé aux techniciens comme à des frères, sans micro, sans promesses impossibles. On ne gère plus le problème, on l'éteint. Cette approche radicale fait écho à un modèle en train de se propager en Afrique, celui de l'action directe, portée par la jeunesse. En Afrique de l'Ouest, le capitaine Thomas Sankara avait déjà inspiré par son pragmatisme et son refus de l'apparat dans les années 80. Plus récemment, au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a montré la voie. Là-bas, face à une situation sécuritaire désastreuse, il n'a pas hésité à remplacer les chefs incompétents, à descendre sur le terrain, à montrer que le leadership se construit dans l'action. Son exemple a galvanisé des milliers de jeunes, convaincus qu'un autre avenir est possible si chacun met la main à la pâte. À Madagascar, on découvre qu'un coup d'État n'exige pas la violence si la lassitude collective et la volonté d'agir l'emportent. Les jeunes officiers refusent privilèges et honneurs. Leur seule légitimité, ce qu'ils réalisent, pas ce qu'ils promettent. Le modèle Traoré devient contagieux. Leadership jeune, pragmatisme, proximité. Ce n'est plus une question de grade, mais de courage. L'Afrique ne veut plus de sauveurs venus d'ailleurs. Elle cherche des leaders qui descendent dans la boue, affrontent la réalité et réparent, là où d'autres accumulèrent les excuses. Pour la première fois depuis 20 ans, des réformes concrètes sont annoncées et appliquées immédiatement. Les arriérés de salaire du personnel hospitalier sont réglés en quelques jours. Des générateurs d'urgence arrivent dans les quartiers les plus touchés. Le peuple, habitué à attendre des semaines pour le moindre geste, voit des décisions prises en une nuit. L'impossible devient normal, non par miracle, mais par la force de l'exemple. Dans le quartier d'Anossi, on raconte comment un technicien, épaulé par des jeunes du quartier, a remis en marche un vieil alternateur abandonné depuis des années. Ce geste, simple mais symbolique, a permis à des dizaines de familles de retrouver la lumière, ne serait-ce que pour quelques heures. Partout, des groupes s'organisent pour nettoyer les abords des centrales, réparer les câbles arrachés, sensibiliser les plus jeunes à l'importance de l'entretien. Mais ce bouleversement inédit fait naître une peur sourde. Après tant de promesses trahies, la population hésite à croire. L'espoir existe, mais il est fragile, accompagné de la crainte d'être à nouveau trahi. Certains redoutent déjà que ce pouvoir venu de la rue ne sombre dans l'autoritarisme. Pourtant, un nouvel imaginaire politique émerge, celui d'un continent où le leadership ne s'incarne plus dans l'apparat, mais dans l'action, la reddition de comptes, la proximité avec le peuple. L'Afrique observe Madagascar, se demande si ce réveil n'est qu'une parenthèse. Mais le courant revient, et la lumière aussi. Ce soir-là, sur les réseaux, un nouveau hashtag apparaît. Nous sommes la lumière que nous attendions. Mais derrière l'euphorie, une question persiste. Combien de temps ce miracle tiendra-t-il face aux vieux réflexes et aux intérêts menacés? La suite va mettre à l'épreuve la promesse d'un pouvoir réellement transformateur. Promettre la lumière, c'est facile. L'entretenir, c'est une autre épreuve. Après la nuit de la Révolution, le choc de la réalité s'impose. Le colonel Randrian Irina, désormais chef par intérim, annonce ses conditions. Il demande 2 années pour stabiliser l'énergie, relancer les services vitaux et organiser de vraies élections. Mais chaque jour sans panne est une victoire chèrement obtenue. Chaque coupure, un rappel cruel de la fragilité de l'espoir. Partout, la réparation s'affiche. Fils redressés, groupes électrogènes changés, turbines anciennes nettoyées à la main. Pourtant, le rétablissement reste lent, presque douloureux. Les files d'attente devant les guichets serpentent jusqu'au trottoir. Le découragement guette. Déjà, certains murmurent que tenir une révolution est bien plus difficile que la lancer. Pour briser la résignation, le gouvernement tente une expérience inédite.
Des assemblées citoyennes, quartier par quartier, village par village. Ici, pas de discours figés, mais des débats francs, bruyants, parfois houleux. Des jeunes femmes réclament la priorité aux écoles. Des anciens exigent la lumière dans les dispensaires. C'est une démocratie directe, rugueuse, imparfaite, mais vibrante. Dans le quartier de Sabotsi Namehana, une initiative citoyenne voit le jour. Des ateliers de réparation d'appareils électriques, gratuits et ouverts à tous. Les jeunes apprennent à diagnostiquer les pannes, partagent leurs connaissances, inventent même des solutions alternatives avec des pièces de récupération. Cette solidarité redonne confiance à une population qui, jusque-là, se sentait abandonnée. Au-delà des frontières, le monde observe. Plusieurs pays africains saluent ce réveil et devinent un modèle inédit. Mais ailleurs, notamment en Occident, la méfiance prévaut. Les diplomates réclament des garanties, doutent de cette transition improvisée. Les aides tardent, chaque délai fait renaître la crainte d'un retour à l'ordre ancien. Pourtant, la véritable révolution ne se joue ni dans les communiqués, ni dans les sommets. Elle se lit dans la fierté d'une jeunesse qui, pour la première fois, croit pouvoir réparer ce que les anciens ont laissé s'effondrer. Des lycéens installent des panneaux solaires. Des étudiants réparent eux-mêmes les lampadaires de leur rue. À chaque ampoule rallumée, c'est un peu plus de dignité retrouvée, un fragment d'avenir reconquis. À Mahajanga, par exemple, un collectif de jeunes a lancé un projet d'éclairage public, à base de lampes solaires fabriquées localement. En quelques semaines, plusieurs rues autrefois plongées dans le noir ont retrouvé vie. Les commerçants prolongent leurs horaires, les enfants jouent à plus tard, les vols diminuent. Chaque quartier qui s'éclaire devient un laboratoire du possible. Pourtant, la fatigue menace. La moindre coupure d'électricité devient un référendum silencieux sur le crédit du renouveau. Si la mobilisation fléchit, le cynisme et la résignation pourraient tout engloutir à nouveau. Mais ce qui menace le plus, c'est l'usure quotidienne. Bientôt, chacun devra choisir, persévérer ou céder à la lassitude. Face à ce défi, les citoyens inventent de nouvelles formes de vigilance. Des applications mobiles sont créées pour signaler les coupures en temps réel, alerter les techniciens, partager des astuces pour économiser l'énergie. Les médias indépendants multiplient les enquêtes sur la gestion des ressources, tandis que les ONG locales encouragent la formation de comités de quartier pour surveiller les travaux. Ce que Madagascar rallume, ce n'est pas seulement un réseau électrique, c'est une nouvelle façon d'exister en tant qu'Africain. Pendant plus de 2 décennies, l'île a vécu dans la pénombre. Beaucoup ont fini par croire que la lumière viendrait d'ailleurs, qu'il fallait patienter la main d'un sauveur, compter sur la générosité d'un investisseur ou la grâce d'une élite. Mais, au plus noir de la nuit, c'est une génération forgée dans l'obscurité qui a décidé d'ouvrir les yeux et d'ouvrir la voie. Ce n'était pas la panne d'électricité qui était insoutenable. C'était le silence des responsables, l'indifférence devenue habitude, le fatalisme imposé comme seul horizon. L'obscurité a mis à nu ce que les promesses ne parvenaient plus à masquer. Il n'y aurait pas de miracle venu de l'extérieur. À la lumière des téléphones brandis comme des torches, la jeunesse a inventé un nouveau langage du courage. Elle n'a pas demandé la charité du progrès. Elle a exigé d'en devenir l'auteur. Quand les soldats ont déposé leurs casques pour marcher aux côtés des manifestants, ils ont choisi la lumière de l'action contre l'ombre de l'obéissance aveugle. Ce geste n'a pas seulement éclairé Madagascar. Il a envoyé un signal puissant à tout un continent. L'Afrique n'est condamnée ni à subir l'histoire, ni à mendier son lever du jour. L'Afrique peut forger elle-même son aube. Aujourd'hui, la vraie question n'est plus de savoir si la lumière va revenir. Il ne s'agit plus de compter les heures d'électricité, ni de distribuer les responsabilités à ceux qui les fuient. Le vrai choix se trouve devant chacun. Redevenir spectateur d'un drame sans fin, ou accepter enfin de brancher soi-même les fils de son avenir. Refuser la résignation, c'est décider de ne plus rester dans l'ombre, pour soi, pour ses enfants, pour tout un peuple. Ce qui s'est joué à Madagascar n'est pas un simple épisode de crise énergétique, ni la chronique attendue d'un nouvel effondrement. C'est un laboratoire du possible. Le moment où toute une société découvre qu'elle ne veut plus survivre, mais vivre, et que le soleil qui manque n'est pas à attendre,
mais à bâtir de ses propres mains. Dans la rue, une constitution nouvelle s'est écrite, à la lumière des smartphones et de la volonté commune. Pour éviter que l'histoire ne se répète, certains proposent des solutions concrètes. Parmi elles, la création d'un fonds citoyen pour financer les infrastructures, la mise en place d'une université de l'énergie pour former des techniciens locaux ou encore l'instauration d'un droit à la lumière inscrit dans la Constitution. Chaque idée, même utopique, est débattue, testée, parfois abandonnée, parfois adoptée. Les risques demeurent évidents. Si la jeunesse baisse les bras, si la population accepte que d'autres décident à sa place, l'obscurité ne sera plus seulement électrique. Elle sera morale, politique, identitaire. Mais l'inverse est également vrai. Chaque acte de courage rallume un foyer d'espoir. Chaque refus de l'injustice redessine les contours d'une citoyenneté neuve. Madagascar n'est plus l'île qui attend la lumière, mais celle qui la fabrique. L'histoire de cette transition ne s'arrête pas à Antananarivo, ni même aux frontières de la Grande Île. Elle rejoint les pulsations d'un continent qui, de Ouagadougou à Addis Abeba, se lève pour écrire une nouvelle page. Ce n'est plus la lumière des autres qu'il faut désirer. C'est celle que l'on ose allumer ensemble, même dans la nuit la plus épaisse. Voilà le véritable chantier de l'Afrique moderne. Non pas demander, mais bâtir. Non pas attendre, mais incarner. La renaissance africaine n'est pas une promesse abstraite. C'est une électricité qui circule de main en main, de rêve en rêve. Madagascar a montré la voie. Demain, qui branchera à son tour les fils de l'avenir? Au bout de cette nuit malgache, une certitude émerge. Nul ne pourra jamais éteindre la lumière d'un peuple qui a décidé